Alors aujourd'hui, vous le saviez déjà, on va parler de Saint-Denis, la science du danger. Et souvent, quand je discute avec les personnes, ils s'inquiètent, ils s'interrogent en disant Saint-Denis, 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 quel mot barbare. Et pour quelle raison on a trouvé ce mot qu'on ne comprend pas, hein. Et je pense que pendant longtemps, la science du danger que Georges Kervern a créé, si on peut dire, a animé, ces écrits ont eu du mal à être bien compris. Et c'est la raison pour laquelle, justement, aujourd'hui, l'ouvrage que je vais vous présenter vise à être plus près de tout le monde, plus près du langage de tous. Alors, quelle est cette signification du terme salinique? C'est un nom qui a été tiré du grec après, justement, un colloque qui a été initié par Yves Kervern, qui réunissait en décembre 1988 près de 1500 personnes à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes nombreux, mais nous n'avons pas atteint ce quorum de 1500 personnes à l'UNESCO. Bon. Donc, après une moult réflexion, il a fallu donner justement un nom à cette science qui débouchait, qui arrivait sur scène. Et c'est pour cette raison que le terme Saint-Denis est devenu la science du danger. Alors, j'ai beaucoup aussi d'interrogations sur la terminologie du S à Saint-Denis. On se pose souvent cette question. Et ce S résulte, et ça j'ai trouvé ça dans l'officiel prévention qui date d'un article de 2021. J'ai été étonné de voir cette présentation et qui m'a paru intéressante. C'est une approche multidisciplinaire qui va combiner plusieurs sciences très diverses. Je passe toute la lecture et justement, pendant la période de préparation d'études de cette démarche, Georges-Yves a aussi à traiter des dangers à domicile, des dangers domestiques et également des dangers relativement de catastrophes naturelles. Donc, les Saint-Denis, en somme, rendent compte de la complexité des problèmes. Et le terme de complexité est même important, j'y reviendrai à plusieurs reprises ultérieurement. C'est la complexité des problèmes et appréhende des risques par des démarches globales et systémiques. Alors, quels sont ces apports que les Saint-Denis ont donnés? Et dans nos études de risque liées à l'IMDR, qui est l'association pour l'Institut pour la maîtrise des risques, on connaît justement l'importance des dangers, mais quand on fait des études de danger, on s'arrête aux dangers techniques. Je crois que c'est là la difficulté pour ensuite comprendre justement l'approche des Saint-Denis, parce que dans cette étude, on considère que le terme de danger est égal, le terme de risque est égal au terme de danger. Or on s'est rendu compte dans les années 70, entre 70 et 86, que ces démarches, cette démarche de maîtrise des risques n'avait pas empêché une série de catastrophes dont Seymour Island, Bhopal et autres choses. Et donc, de ce fait, il fallait trouver une réponse. Pour quelles raisons toutes les études que nous faisions à l'époque ne permettaient pas de maîtriser, je dirais, complètement ces accidents, hein, malgré beaucoup d'améliorations.
ne faut pas passer à côté des améliorations qui ont été faites. Et Georges-Yves Carverne, lui, va se mettre à l'étude et il va réussir à montrer que l'origine des causes de l'accident n'est pas due aux défaillances, uniquement aux défaillances techniques, et aussi aux erreurs humaines. Je rappelle que après Suma et Allianz, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les erreurs humaines. Et pour Georges Carverne, certes, c'est important, mais ce ne sont pas les causes uniques. Et à partir de 1987, il va trouver qu'il existe des déficits. Et par déficit, on entend des absences de choses dont la présence ou l'action est considérée comme normale, nécessaire, souhaitable. Et de ce fait, ces déficits qu'il va détecter, il va les dénommer déficits systémiques sédinogènes. Alors, pourquoi systémique? Parce qu'il s'agit de l'organisation globale de l'entreprise ou de l'organisme. Et syndinogène, c'est qui amène justement au danger, dans le terme. Donc, c'est mystérieusement d'autres formes de danger que jusqu'à présent nous ne connaissions pas et dont il faudra tenir compte. L'équation danger égale risque est une équation assez trompeuse. Je rappelle, parce que pour beaucoup, je sais que vous connaissez ces déficits systémiques syndinogènes, et il y a 4 déficits concernant l'aspect culturel des choses, c'est-à-dire l'infaillibilité, c'est l'entreprise qui se croit supérieure à toutes les autres, ne commet pas d'erreur, donc malgré tout. Alors, il y a l'exemple traditionnel qu'on prend, c'est l'exemple du navire qui a sombré dans les glaces, le Titanic, qui est célèbre. Il y a en deuxième temps le simplisme, c'est-à-dire que simplifier les choses, ce ne doit pas être compliqué, donc ça doit être très simple. Le nombrilisme, c'est-à-dire que aussi nous sommes les meilleurs, la vie tourne autour de nous-mêmes. En termes de non-communication, je crois que vous connaissez des exemples toujours assez célèbres, puisque on préserve d'ailleurs les inventions, les progrès, mais malgré tout, on ne communique pas pour savoir comment les autres peuvent faire, et ça, c'est une difficulté majeure. Voilà donc les 4 déficits systémiques sur le plan culturel. Sur le plan de l'organisation de l'organisme, et ça, c'est quelque chose qui est patent, c'est priorité donnée à la production par rapport à la sécurité. Beaucoup d'analyses d'accidents, les juges ont considéré que on s'intéressait à produire à tout prix. On termine on supprime même des éléments de sécurité, des machines, pour faire plus rapidement la production. Le deuxième déficit concernant l'organisation, c'est cette dilution des responsabilités, c'est-à-dire on ne sait pas qui fait quoi. Et donc, il y a un flou qui existe et qu'on n'est pas capable de clarifier. Au niveau de management, beaucoup d'entreprises, alors il y a une amélioration très, très nette sur les retours d'expérience, mais beaucoup d'entreprises ne font toujours pas de retour d'expérience pour comprendre ce qui a pu se passer. Il n'y a pas non plus de procédure transversale. Et je crois que j'ai assisté à un colloque récemment, on considérait qu'on travaillait en silo et rien ne voyait quelque chose de pluridisciplinaire,
Et ça, c'est une des difficultés majeures. Je pense que c'est une journée sur la résilience où beaucoup de choses se font, mais vraiment en silo. Le troisième déficit, c'est qu'on a peu de connaissances en matière de gestion des risques parce qu'on n'a pas le temps. La production est prioritaire et donc il n'y a pas la peine de fouiller le domaine de la gestion des risques alors que c'est un élément important. Et puis, on l'a vu à maintes reprises, au niveau des situations de crise, ben, l'entreprise n'est pas du tout préparée. Et je sais qu'actuellement, on rencontre beaucoup de risques de cybersécurité et les entreprises, parfois, n'osent même pas déclarer qu'elles ont été hackées. Et ces situations de crise, ben, on ne sait pas comment y répondre d'une façon tout à fait correcte. Donc voilà les 10 déficits systémiques syndinogènes. Alors donc ils ont été faits, je dirais, par expérience. Et il y en a peut-être d'autres. Hein, donc c'est pas quelque chose de fermé, mais jusqu'à présent je ne pense pas que quelqu'un d'autre ait trouvé d'autres. On m'a déjà fait des propositions, mais elles ne me paraissent pas forcément correspondre à cet état d'esprit. Donc j'attends des propositions, si vous en trouvez, ce serait intéressant d'enrichir ce nombre de déficits systémiques syndinogènes. Alors, bien que ça ait été une avancée par rapport à ce qu'a fait Georges Kervern, il existe, et il a trouvé, en continuant ses études, d'autres formes de danger qui pouvaient exister. Et ces formes de danger vont être importantes parce que il y a une prise de conscience qui va se faire du fait que chaque entreprise a un potentiel humain considérable et ce potentiel humain interagit entre eux-mêmes, les hommes, les humains. Je dis les hommes, il y a aussi les femmes, interagissent entre eux et ces interactions vont générer, et là on va tomber dans le domaine de la complexité dont j'ai parlé tout à l'heure, ces interactions vont générer des rivalités, des conflits d'intérêts, tout ce que vous pouvez connaître dans ce domaine de pilotage au niveau de l'entreprise, sans oublier naturellement des interactions de coopération. Alors, on en revient justement à cette notion de système complexe. Et quand on est dans la complexité, on ne peut pas répondre, on ne peut pas avoir une relation linéaire entre les causes et les effets, puisque les interactions empêchent d'avoir des relations directes cause-effet. Donc, Georges Kervern va considérer que le potentiel humain, il va les dénommer acteurs, un ensemble d'acteurs, qui vont agir à des différents niveaux. Et quand je parle d'acteurs, là, je ne parle pas que des acteurs et des opérateurs, c'est l'ensemble de toute la chaîne hiérarchique qui prend en compte en considération. Et on va voir l'importance que ça peut avoir d'intégrer, je dirais, toute la chaîne hiérarchique. D'ailleurs, on l'a déjà un peu abordé à travers les déficits systémiques syndinogènes, puisque ce sont des directives des managers qui vont créer justement ces déficits systémiques syndinogènes. Donc, ceci va, en plus des déficits systémiques syndinogènes, va s'ajouter d'autres formes de déficit. Et dans déficit, c'est toujours des manquements, des lacunes, on verra tout à l'heure, hein, la liste des déficits et des dissonances. Les dissonances étant des divergences de point de vue entre les différents acteurs.
Donc, c'est tout ceci qui explique l'importance que les syndémiques peuvent avoir par rapport à de toute façon, toutes les études de maîtrise des risques actuelles. Et c'est là qu'on va travailler pour essayer d'expliquer comment on va décrire ces différentes formes de danger, ce qui a été une des difficultés aussi assez importantes. Alors, voilà la liste de ce qu'on peut avoir à trouver à l'heure actuelle en termes de déficit d'abord. Ce sont des lacunes, des absences de dimension sur un espace, on verra. Et on va parler tout à l'heure de l'espace, de l'hyperespace du danger, mais par rapport à ce que réalisent des personnes, il manque peut-être une information, il manque un détail. Donc c'est une lacune, ça rappelle une lacune. La dégénérescence, et là on verra tout à l'heure dans l'exemple que cité, une absence de hiérarchisation. Le blocage, c'est un refus, refoulement. La disjonction, c'est qu'on a une incohérence entre deux dimensions, c'est-à-dire le responsable qui font une note de service, en mentionnant par exemple qu'il faut porter des chaussures de sécurité dans un atelier, et qui, en se déplaçant dans l'atelier, ne fait pas ce constat que certaines personnes ne portera. Il ne fait pas de remarques par rapport au fait qu'un acteur ne porte pas de chaussures de sécurité. Puis entre les acteurs, nous avons déjà évoqué le terme de dissonance. Alors, va arriver le point un peu clé pour lequel nous avons beaucoup de difficultés dans la compréhension de ces 4 termes: danger, risque, aléa, enjeu. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a un qui peut me donner la définition, qui connaît du terme de danger, et puis de risque et d'aléa aussi, si... Je peux tenter 4 mots. Le danger, c'est une qualité, ce serait du domaine de la qualité d'une chose. Le risque, c'est une mesure. L'aléa, c'est une incertitude. L'enjeu, ce serait une destination. Oui, ça en approche un tout petit peu, oui. Oui. Et justement, pour répondre à la question, pourquoi c'est quand même important, je crois que c'est pour comprendre justement comment se prépare justement un risque. Qu'est-ce que c'est en réalité? C'est important ça, de différencier ces 4 termes. Mais aléa, je pense que bien dire pour bien faire. Et je m'aperçois qu'on est plusieurs à faire de la gestion du risque ou de la maîtrise des dangers, et je m'aperçois qu'on n'a pas de définition. Merci finalement de nous trouver une définition commune. D'accord, ok. En fait, aléa, c'est matérialisation des dangers et des risques qui ciblent les enjeux. Ah oui, là, là, on approche. C'est très bien. C'est très bien. Bon, on va passer donc. Vous voyez l'écran là maintenant? Oui. Le danger est une capacité intrinsèque de toute source qui permet de provoquer des dommages, des préjudices, des effets nocifs à l'égard d'un enjeu vulnérable. On verra tout à l'heure. Donc, c'est vraiment une capacité intrinsèque. Si je prends l'exemple d'un lion, le lion a cette capacité de créer des dommages à quelqu'un, éventuellement. Et on verra aussi que si ce lion est en cage, il aura la difficulté de pouvoir toucher un enjeu dont on verra la définition tout à l'heure. Bon, on va passer maintenant à l'aléa. L'aléa, c'est traduit un phénomène naturel ou technologique. Alors, un phénomène naturel, je crois que vous connaissez tous l'inondation, le cyclone, les séismes et tout ça.
Et puis, l'aléa technologique peut être le fait qu'on va mettre sa main d'une façon inopinée sous une presse. C'est quelque chose aussi, un aléa, parce que c'est un mouvement, si on peut parler ainsi, qui va aussi créer, je dirais, va activer, tout à l'heure quelqu'un l'a évoqué, va activer justement le danger qui est immobile, si on peut parler ainsi. Et cet aléa va réveiller, si je peux exprimer ce terme, va réveiller le danger. Et on va terminer justement par l'enjeu. Les enjeux représentent des personnes, des biens, l'environnement, tout ce qui peut, matériellement affecter justement par un aléa, et ce sont eux qui vont subir les dommages ou les préjudices. Bon, ensuite, on va passer à la présentation de l'ouvrage. Cet ouvrage comporte 7 chapitres. Et le dernier, justement, vous avez évoqué tout à l'heure tous les travaux du groupe de travail qui a réfléchi à la préparation de ce livre. Il y a des démarches qui ont été explicitées, comme Bhopal, l'accident pour le Queen Mary et tout ça. Et donc, on relate l'ensemble des exemples de démarches avec tout ce qu'il y a on verra tout à l'heure, de la partie de la situation et autres éléments. Donc, je l'évoquais tout à l'heure, les écrits de Joseph Kervern ont eu beaucoup de difficultés à être compris. Donc, ce que nous avons recherché dans l'ouvrage, c'est de mettre les Saint-Denis à portée de tous, c'est-à-dire que ce soit compréhensible par n'importe quel lecteur. Et vous me direz tout à l'heure si vous considérez, ou tout à l'heure ou plus tard, si à la lecture, vous avez compris un peu le sens de Saint-Denis. Donc, ce groupe de travail a été créé depuis fin 2011 et on a cherché à décrypter, simplifier, partager la terminologie, mais en respectant l'esprit de Georges Kervern. Et puis ensuite, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, les exemples d'accidents ont été répertoriés. Et tout ceci a permis de construire l'ouvrage. Et grâce à Claude Hansen, qui a aussi permis de trouver une structure. Et le fait que l'originalité des concepts Saint-Denis intègre une démarche, une méthode, des outils et des processus. Et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Au niveau de la démarche, il y a un constat, c'est que quelle que soit l'entreprise, cette entreprise va recevoir de nombreuses sollicitations, comme des évolutions souhaitées, des modifications, des opportunités. Là, on retrouve le terme d'opportunité, des contraintes, des modifications d'objectifs. Enfin, je crois que vous êtes à même de savoir tout ce à quoi une entreprise peut être confrontée. Et ces situations d'activité sur lesquelles porte le regard, elles se modifient volontairement ou non avec le temps. Donc, c'est indépendant de notre volonté. Et c'est bien ça qui va créer justement ces difficultés par la suite. Donc, ces évolutions vont engendrer autant de potentiel de fragilité que de force. Et là, c'est intéressant de regarder aussi bien les fragilités que les forces, parce qu'il y a des choses intéressantes qui se passent. Donc, face aux risques techniques, quand on regarde que les risques techniques, la sûreté de fonctionnement est très bien adaptée pour traiter de ces risques techniques. Mais seulement, on a vu que tous les risques ne sont pas techniques. Et quand on place l'humain au cœur de la complexité des situations d'activité, ces concepts de Saint-Denis vont se focaliser sur les dangers qu'on a évoqués tout à l'heure, les dangers systémiques, les déficits et les dissonances.
Donc, cette notion de situation sur laquelle je portais l'attention devient le concept fondateur des syndiniques pour Georges-Yves Kervern. Passons maintenant à la méthode. Donc, naturellement, c'est la situation qui va être l'élément central. Et pour essayer de décrire les dangers qui ne sont pas connus jusqu'à présent, il faut essayer de caractériser d'abord la situation. Et cette caractérisation va se faire avec l'aide de 5 critères qui sont relatifs aux domaines spatiaux, géographiques, chronologiques, contextuels, et puis identifier tous les acteurs impliqués dans cette situation. Le deuxième point, c'est de traiter, de qualifier, justement, pour être capable de décrire, de qualifier ces zones dangereuses. Et quand on fait une recherche, d'ailleurs, ces deux termes, caractérisation et qualification. Et cette qualification des zones dangereuses, on l'appelle une zone dangereuse, c'est quand danger et enjeu sont proches et que la situation est difficile. Donc, il faut décrire ces différentes zones. Passons au troisième point qui sont les outils. On va retrouver donc tous les dispositifs qui permettent d'assurer cette caractérisation et cette qualification. Et pour ce faire, pour pouvoir bien décrire ces situations et ces zones dangereuses, on va utiliser des aspects complémentaires. Alors, dans l'approche du risque actuellement, on l'a rappelé tout à l'heure, il y a les deux aspects de probabilité de l'aléa et puis la gravité des dommages qui seront engendrés. Donc, Yves Kervern a considéré que ces aspects n'étaient pas suffisants parce qu'il y a l'humain qui intervient. Et donc, de ce fait, il va appeler les aspects scientifiques des données et des modèles permettant de comprendre et d'agir. Il va ajouter aussi les aspects de réglementation ou de règles qui sont subis. Alors, les réglementations sont les lois, les réglementations, celles qui sont subies ou même imposées. Les valeurs. Alors, des valeurs, c'est ce qui dit des actions pour juger et puis agir. Et puis les finalités qui sont les buts essentiels visés par l'entreprise. Ces 5 aspects qualifiants deviennent à ce moment-là, donnent une possibilité de pouvoir décrire ce que ces dangers sont réellement. Voilà les 5 aspects dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, au niveau des modèles, la question d'interrogation, c'est justement le groupe qui a pu trouver ces formules qui m'ont paru très intéressantes. Sur quel modèle se fonde-t-on pour comprendre et agir? Au niveau des données, c'est tout ce qu'on peut recenser comme expérience, observation répétée, et donc des éléments. C'est qui? Ce qui se passe. C'est ceux qui explorent, qui font cette étude de recherche, de compréhension et de simplification, de qualification, pardon. C'est sur quel modèle se sont fondés les gens qui ont vécu la situation? Oui. Ce qui permet c'est-à-dire, je travaille, j'ai un ensemble de données, et il faut à ce moment-là que je puisse recenser toutes ces expériences, ces données que je possède. On passe au terme de réglementation, de loi, de normes. Je peux me permettre une question. Il y a un axe données, mais données et connaissances sont deux choses différentes. Or, expérience ou observation répétée, ça peut être pas que des données au sens data. Est-ce que la question de la connaissance est on va dire, incluse dans cet axe dit données?
Alors, ça dépend de la connaissance. Il y a des modèles qui peuvent être aussi de la connaissance. Alors, la connaissance peut entrer dans l'aspect de données, si c'est une information. Oui. D'accord. Oui, pas ailleurs. Non, pas ailleurs. Non, pas ailleurs. D'accord. Merci. Oui. Donc, pour la réglementation, les normes, il faut identifier quelles sont les règles qui permettent l'action. On a vu tout à l'heure, ça peut être quelque chose d'imposé ou d'accepter. Les valeurs, c'est au nom de quoi va-t-on juger? Et ça, c'est important. Et en dernier lieu, pour les buts et les finalités, c'est quel est l'objectif fondamental visé par l'entreprise. Souvent, quand je pose la question à un groupe en disant quelle est la finalité d'une entreprise, on me répond c'est la finance. C'est d'avoir une finance. Or, la finalité d'une entreprise n'est pas réellement d'assurer un moyen financier. C'est un moyen utile, mais ce n'est pas une finalité, c'est de proposer un produit quelconque. Au niveau des processus, il y a donc un certain nombre d'éléments. Il faut caractériser la situation, comme je l'ai dit tout à l'heure, la qualifier, décrire les dangers potentiels. Et pour cette description, il y a des déficits systémiques syndinogènes, des déficits tout court, des dissonances. Et il faut justement les décrire pour savoir, pour comprendre tous ces écarts recensés entre une organisation souhaitée et puis celle qu'on vise, si on peut parler ainsi, et celle qu'on observe réellement. Il y a des différences dans l'analyse, dans la lecture. C'est sur ces éléments, c'est sur ces écarts qui sont porteurs de potentiel de danger. Ensuite, on va établir des matrices de déficit et de dissonance. On peut le faire dans les études habituelles de risque. Et en dernier lieu, l'étude de la pertinence de ces écarts constatés, parce que les écarts peuvent aussi être des écarts qui engendrent une amélioration. Donc, pour essayer de bien ancrer tous ces mots dans les esprits, je vais vous présenter un exemple qui va vous permettre de peut-être mieux de comprendre ce qui peut être explicité dans cette démarche de syndic. Donc, on va prendre l'exemple d'un laboratoire pharmaceutique. Donc, on étudie le contexte. Donc, la recherche et développement est en Suisse. Ce laboratoire pharmaceutique distribue des produits en France avec des forces de vente qui sont des visiteurs médicaux. Et il doit mettre de nouveaux circuits en place. Alors, les ARS, c'est l'autorité oui, je crois que les ARS, c'est comme de la HS, ce sont des éléments régionaux de la Haute Autorité de Santé, voilà, je cherchais le terme. Et il y a, en termes de contexte, aussi une concurrence assez musclée entre les différents acteurs de laboratoires pharmaceutiques, avec des enjeux sur l'oncologie, et plus spécifiquement, autorisation de mise sur le marché. AMM, c'est autorisation de mise sur le marché. Il y a aussi, en termes de contexte, la loi DMOS, c'est pour donner justement une limitation aux cadeaux d'entreprises. Cette loi interdit de donner des cadeaux aux entreprises. Donc, elle est stricte et limitative
est aussi naturellement difficilement applicable. Je crois qu'on est tous au courant de tout ce qui peut se passer dans ce domaine. Donc voilà le contexte du laboratoire de pharmaceutique. Si on analyse la situation, donc vous voyez, il y a les 5 axes qu'on va retrouver: finalité, objectif, valeur, règlement, faits et données, modèle. Et sur la partie verticale, ce sont les domaines je dirais de management, affaires réglementaires, force de vente. Donc, on analyse tous les acteurs selon leur service, leur direction. Et on va mettre en regard de chacune des colonnes, pardon, on va mettre en regard ce qu'on constate en analysant la situation. On constate donc qu'il faut être leader, il faut être irréprochable au niveau de la réglementation aussi, donc, pour le management. Et au niveau des faits et données, il faut faire remonter des indicateurs de vente qui sont transmis au siège de l'entreprise. Au niveau des affaires réglementaires, je crois que tout le monde comprend qu'il faut être irréprochable sur le plan réglementaire. La sécurité du public, tout le monde sait que le médicament est un enjeu prioritaire, très suivi. La réglementation, c'est instruire les dossiers d'autorisation de mise sur le marché, valider les messages sur les molécules, suivre aussi dans les faits et données, suivre et déclarer les vigilances et événements indésirables. Et puis en modèle, c'est de conduire des essais cliniques, quantifier le bénéfice attendu. Sur la partie des forces de vente, il faut aussi être leader pour l'entreprise, c'est de gagner sur la concurrence. En termes de valeur, c'est d'avoir une réputation des forces de vente contestée. Enfin, sur les forces de vente, leur réputation est contestée parce qu'on considère que ce sont des enfants gâtés qui gagnent beaucoup trop d'argent. Au niveau de la réglementation et des normes, la communication est encadrée par les autorisations de mise sur le marché. Les relations commerciales sont contraintes avec la loi sur des MES. Quant aux faits et données, on voudrait réduire les effectifs de force de vente et la part salariale variable est significative aussi parce que là aussi, on voit que les forces de vente sont bien garnies financièrement, si on peut parler ainsi. Et au niveau des modèles, c'est un discours des forces de vente en cours d'évolution du commercial au médical. Sur les autorités de santé et médecins, il n'y a pas eu d'observation particulière. Si on passe à l'étude de l'hyperespace, avec les 5 caractéristiques, les 5 qualificateurs, en réunion, la direction va considérer, donner comme objectif d'être le leader dans tous les domaines. Soyez les leaders. C'est ça son expression. Soyez les leaders. Et donc, de ce fait, on va regarder au niveau de l'hyperespace du danger quels sont les éléments. On va retracer dans le but et finalité, naturellement, le message être les leaders, être irréprochable au niveau de la réglementation aussi, qui est un élément fondamental pour un laboratoire. Au niveau des lois, normes, c'est la réglementation stricte sur le marché, pharmacovigilance et tout. Donc, sur les autres éléments, il n'y a pas d'indication particulière. On explore maintenant l'hyperespace des affaires réglementaires. Et là aussi, on va essayer de décrire tout ce qui se passe, qu'on a pu constater. En termes, si on commence par les données, il faut suivre et déclarer les vigilances.
la pharmacovigilance et les événements indésirables. Ce sont ces éléments de données pour le secteur des affaires réglementaires. Pour la partie modèle, on a des essais cliniques sur lesquels on se base et naturellement, on quantifie aussi le résultat bénéfice attendu. Sur la partie de la loi et des normes, on va instruire les dossiers d'autorisation mis sur le marché, instruire les réclamations, valider les messages autorisés sur les molécules. Sur les valeurs, c'est la sécurité du public, naturellement, qui est important, qui est prioritaire. Et sur l'aspect finalité, c'est être irréprochable sur le plan réglementaire. Parce que c'est important que de suivre les règles en laboratoire pharmaceutique. L'hyperespace de la force des ventes, c'est, si on recommence aussi données, modèles, loi, donc données, c'est la part variable qui est significative pour les vendeurs, mais en même temps, il y a une réduction des effectifs de force, des effectifs des forces de vente qui est planifiée et qui inquiète aussi la force de vente. Au niveau des lois de normalisation, il y a une communication sur les molécules encadrées par les autorisations de mise sur le marché, et puis une relation commerciale contrainte avec la loi DMOS. Au niveau des valeurs, il y a la réputation des forces de vente qui est importante, mais qui est contestée aussi, puisque tout à l'heure je l'ai évoqué, on considère que ce sont des enfants gâtés. Puisque vous voyez, il y a une part variable qui est importante. Et au niveau des finalités, c'est naturellement toujours être les leaders. Alors, qu'est-ce que les dangers au niveau des différents acteurs, qu'est-ce que ça peut représenter? Donc, on va retrouver la liste de tout à l'heure, des dégénérescences, lacunes, disjonctions et ensuite dissonance. Et on va voir par rapport à l'examen des différents hyperespaces qu'il y a une absence de hiérarchisation sur une dimension. C'est-à-dire, on dit soyez les leaders, mais comme il y a deux types d'activités, services réglementaires et services de vente, on ne hiérarchise pas. Est-ce que la réglementation doit être prioritaire par rapport à force de vente? Et on verra justement que ceci va entraîner des grosses difficultés. Il y a une lacune, c'est-à-dire que il y a les forces de vente qui oublient qu'il y a aussi la réglementation qui est également importante. Au niveau de l'incohérence entre deux dimensions de l'espace, c'est que cette comment dirais-je, différence qui n'est pas mentionnée sur entre les forces réglementaires qui ont aussi des contraintes et les forces de vente qui sont assez libres, malheureusement, qui sont peut-être trop libres sur cette réalité. Et puis, il y a des conflits, naturellement, entre les forces de vente et les les services réglementaires. Et ça, je crois que c'est tout à fait compréhensible, puisqu'ils n'ont pas du tout les mêmes souhaits finaux. Donc, si on fait la synthèse entre les trois hyperespaces, on va retrouver justement ces aspects qu'on a évoqués tout à l'heure, des aspects de dégénérescence, puisqu'on ne hiérarchise pas, la direction ne hiérarchise pas les objectifs entre les forces de vente et les aspects réglementaires. Au niveau des affaires réglementaires, justement, il y a une lacune.
en ce sens qu'ils considèrent que les objectifs de vente c'est pas important pour eux, quoi, parce que eux, c'est l'aspect de la réglementation qu'il faut absolument suivre. Et au niveau des forces de vente, c'est effectivement le fait qu'il n'y a pas de prise en compte des contraintes réglementaires. Et ils vont faire, je dirais, un peu à leur guise. Et aussi une autre lacune sur le fait qu'il y a des autorisations de loi de mise sur le marché qui ne seront pas respectées. Et donc tout ceci mène justement à des dangers immatériels au risque. Le risque 1, c'est la censure excessive sur les projets de publicité, avec des pertes potentielles. Et le fait qu'il y a un risque important, justement, c'est que les forces de vente ont envoyé des documents qui n'avaient pas la validation réglementaire de la présentation sur les autorisations de mise sur le marché. Et le troisième risque, c'est qu'il y a un conflit entre l'aspect réglementaire et l'aspect force de vente. Et tout ceci va conduire à une pénalité de l'entreprise, justement pour le fait qu'elle n'a pas respecté la diffusion de documents qui est reçu l'autorisation de mise sur le marché. Et cette pénalité va être de quelques millions d'euros à l'époque. Donc, si cette analyse avait été faite préalablement à tout ce qu'on vient d'évoquer, on aurait évité justement cette pénalité financière importante pour le laboratoire pharmaceutique. Et j'irais voir une déconsidération aussi du fait qu'on ait pu diffuser des documents qui n'avaient pas préalablement reçu l'autorisation de mise sur le marché. Voilà pour l'exemple. Donc, on va passer aux aspects des perspectives. Donc, vous voyez, on a évoqué justement les études stratégiques. C'est effectivement ce que je vous donne comme élément, c'est-à-dire la démarche analytique apparaît bien adaptée à la conduite d'études stratégiques, mais aussi de situations conflictuelles. Alors, pour quelles raisons elle est adaptée aux situations conflictuelles? C'est parce qu'on intègre les éléments de l'humain, humain et organisation. Et donc, de ce fait, on a vu tout à l'heure qu'il peut y avoir des dissonances. Et aujourd'hui, si on regarde l'exemple entre Israël et le Hamas, on peut dire qu'il y a des situations conflictuelles et que les syndics pourraient apporter un éclairage sur ces éléments conflictuels. Et à ce titre, justement, il y a un projet de thèse, et je pense que Jean-Marie Festet est au courant aussi, puisqu'il y a quelqu'un qui voudrait lancer une thèse, se lancer sur une thèse de relations internationales, sciences sociales relativisées, opérations informationnelles et déstabilisation en Afrique. Donc, je rejoins tout à fait votre intervention de tout à l'heure pour les études stratégiques et j'ajoute les situations conflictuelles. Alors, deuxième possibilité, on a tenté, on a bien avancé, je dirais que au niveau des ministères, ça a été même acté au Gabon pour créer un pôle syndique pour l'Afrique, même d'une façon internationale, en y joignant le Japon et les Pays-Bas. Puis malheureusement... l'université de Senghor aussi. Oui, j'oubliais l'université de Senghor aussi, pour laquelle on fait des interventions sur des situations de crise. Et il y a eu une signature entre l'IMDR et l'université d'Alexandrie, justement pour pouvoir diffuser les syndics au niveau de cette université. Africain. Oui, africain, oui, Alexandrie, c'est en Égypte. Non, mais les personnes qui viennent à Alexandrie arrivent de tous les pays africains. Oui, ils arrivent, les étudiants arrivent de tous les pays africains. Les étudiants. Ouais.
Donc pour le Gabon, en tout cas, vous êtes tous au courant des événements de coup d'État et pour l'instant, il y a une interrogation sur le développement de ces pôles syndics. Nous en venons maintenant à la conclusion. Donc, souvent, on a reproché au syndic de ne faire qu'une analyse de retour d'expérience sur des accidents et des catastrophes, mais pas d'études a priori, c'est-à-dire anticiper pour éviter justement qu'il y ait un accident ou une catastrophe. Et donc, je pense qu'actuellement, le développement des syndics est tel qu'il peut permettre de faire des analyses a priori. Et on a vu tout à l'heure par l'exemple un peu simplifié qu'on aurait été capable en anticipation de détecter des dangers a priori, qui ne sautaient pas forcément aux yeux des dirigeants. Il y a d'ailleurs plusieurs personnes des sociétés de conseil qui font des interventions dans des entreprises, justement déjà pour ces analyses a priori des dangers. Et ces entreprises sont assez satisfaites. J'ai ajouté le fait que c'est après la lecture d'un mémoire d'un étudiant qu'on pourrait utiliser le syndic, présenter les syndics comme un guide permettant de mieux gérer ou de mieux préparer des plans d'urgence au niveau des entreprises. Puisqu'on a vu qu'il y a l'approche des contextes internes et externes qui est importante et que de ce fait, on est capable d'identifier justement par ces contextes internes et externes le fait qu'il y a des zones dangereuses et d'essayer de les réduire. Et puis, en identifiant aussi les zones de vulnérabilité des entreprises, les concepts syndics vont participer aux démarches de résilience des entreprises. Et je faisais référence tout à l'heure à la journée de résilience qui s'est passée le 19 octobre dernier. Et on a vu que cette capacité de résilience à laquelle on peut parvenir au niveau des entreprises va limiter son entropie naturelle vers la catastrophe, puisqu'on sait que si on ne fait rien, la tendance, c'est d'aller se diriger vers la catastrophe. Donc voilà ce que je voulais vous présenter pour connaître un peu le contenu de l'ouvrage et puis l'importance des possibilités, je dirais, des concepts syndics. C'est l'IMDR. C'est l'IMDR, forcément. Donc, je vous remercie de votre écoute et de vos réactions. Et puis, je vous informe que si cette présentation vous a convaincu, on a des formations au concept syndic qui sont prévues en 2024. Et de ce fait, on vous invite à vous inscrire à ces formations. Ça fera un plaisir d'aller un peu plus loin dans l'étude de ce concept. Merci.